Bonsoir et bienvenue dans votre édition. À la une ce soir, le développement de l'agriculture au pôle agricole de Mromou. La mairie de Bandélé, le conseil départemental aide les exploitants en mettant à disposition du foncier. L'occasion également de favoriser le circuit court. Nous parlerons également du Covid. Le dernier taux d'incidence chez nous fait état de 64,8 pour 100 000 habitants. La circulation du virus s'accélère et les autorités multiplient les points de vaccination. Nous irons à Barakani. Et enfin, le 14 juillet, c'est demain. Les préparatifs du défilé vont bon train. En attendant les cérémonies, ultime répétition en métropole à suivre. Comment développer l'agriculture locale et favoriser les circuits courts? Pour y répondre, la mairie de Bandélé et le conseil départemental ont mis à disposition 19 hectares de foncier à Mromou pour les agriculteurs. Reportage Généla Toumani et Bibi Maria Maridi. En culture, là, pour le moment, j'ai des songes, des patates douces et de la salade et des choux. Cela fait 2 mois qu'Asseni exploite cette parcelle située à Mromou. Comme lui, 10 autres exploitants ont pu s'installer sur ces terres cédées par la commune de Bandélé et le département pour démarrer et surtout développer leur activité. C'est très compliqué d'avoir des parcelles à Mayotte. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui veulent s'installer, mais le plus important c'est le foncier et on n'arrive pas à avoir le foncier. Et grâce à la mairie, aujourd'hui on a un foncier qu'on peut commencer à travailler et qu'on peut pouvoir être serein sur le travail qu'on fait. Mon projet c'est pour les déchets et maraîchage. Maintenant là je suis en train de faire le maraîchage en plein champ et en attendant les équipements modernes, ça veut dire les bâtiments et les serres. Implanter ces agriculteurs dans sa commune, c'est aussi pour le maire favoriser le circuit court. Ça nous permettra aussi de faire vivre les marchés qu'on a construits. En tout cas, comme vous le savez, on a construit un marché couvert à Amoro et aussi à Bandélé. L'objectif, c'est justement d'alimenter ces marchés-là par des produits, en tout cas, qu'on estime connaître comment ça a été fait. Mais avant d'en arriver là, ces agriculteurs seront aussi accompagnés pour l'aménagement et la viabilisation de leurs parcelles. Demain, on va poursuivre donc, sur le projet, donc, avec la définition donc, des espaces de circulation, l'amener des réseaux, donc eau, électricité sur le territoire, permettra donc, aux agriculteurs de pouvoir développer pleinement leur activité. Développer les filières de maraîchage, d'élevage, l'ambition du pôle agricole de Mromou. Un projet similaire à celui-ci est déjà en réflexion dans le centre de l'île. Des agriculteurs qui ont besoin des fonds européens. Or, on vient de l'apprendre, la Commission européenne vient d'interrompre les paiements des fonds européens pour Mayotte. Une mauvaise gestion serait à l'origine de cette décision. Je vous propose cet extrait. De toutes les régions françaises, Mayotte est la seule région où l'autorité de gestion, ce n'est pas les collectivités, mais c'est l'État. C'est l'État qui gère directement les fonds pour Mayotte. Et vous nous annoncez qu'il y a une suspension des paiements pour la région la plus pauvre de l'Union européenne, ce qui est un constat d'échec total, absolu pour l'État en France. Et je crois qu'il faudra, c'est pas cet après-midi, mais il faudra qu'on regarde ensemble les raisons pour lesquelles la Commission a été conduite à prendre cette décision de suspension des paiements qui va encore, évidemment, encore un peu plus aggraver la situation sur place. Je vous donne la parole, Monsieur Poppens, pour 5 minutes maximum, puis je donne la parole à Monsieur l'ambassadeur. Merci Monsieur le Président et merci à tous pour leurs questions très importantes. Alors pour répondre à votre question sur Mayotte, eh bien vous avez raison. Il y a, on parle d'une interruption de paiement, c'est pas une suspension, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas jusqu'à la suspension d'un programme. Nous avons un plan d'action. Il y a eu des irrégularités importantes qui pourraient se traduire par des corrections et nous souhaitions précisément éviter les corrections, même au niveau de la clôture. Donc nous avons un plan d'action et nous espérons que nous pourrons reprendre les paiements alloués au programme pour Mayotte. Nous savons à quel point c'est important pour Mayotte. Donc c'est vrai que c'est une question extrêmement sensible, difficile, mais sachez que nous travaillons sur cette question.
Santé, avec le Covid-19, le virus s'accélère. 64,8 pour 100 000 habitants, c'est le taux d'incidence à Mayotte. Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont réactivé les centres mobiles de vaccination. Exemple à Barakani, reportage d'Aroche Daou et Issouf Ahmed Matoir. Une piqûre pour prévenir et surtout pour faire face à la persistance de la redoutable pandémie, la Covid-19. Même si elle n'a jamais baissé la garde face à l'ennemi numéro 1 de ce début du XXIe siècle, l'Agence régionale de santé à Mayotte utilise tous les moyens de prévention. Et pour mieux densifier la campagne de vaccination, l'ARS choisit la méthode du porte-à-porte. Ce bus sanitaire se déplace régulièrement dans les différents coins de l'île, comme ici, à Barakani, dans le centre-ouest. Ça permet justement d'aller dans des zones un peu reculées, de toucher les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui sont âgées ou qui ont peur tout simplement d'aller dans d'autres villages ou d'autres communes pour aller se faire vacciner ou par juste confort. Donc c'est pratique pour eux d'aller vers eux pour se faire vacciner. Aller à la rencontre des patients, c'est l'une des meilleures initiatives de ces professionnels de santé. Mais quand il s'agit de doses de rappel pour les personnes âgées ou les plus vulnérables, la méthode est encore plus efficace. C'est une très bonne chose. Les gens doivent faire leur dose de rappel, surtout pour ceux qui voyagent. Et en plus, c'est avant tout pour notre santé. Les jeunes ne sont pas oubliés, comme quoi la santé est une affaire de tous. C'est avant tout pour ma santé et la santé des autres. Et j'invite tout le monde dans l'île à venir se faire vacciner, car c'est pour nous un geste important face à cet épisode qui nous assaille et qui est cette épidémie de coronavirus. Pour davantage de sensibilisation auprès des usagers, l'ARS communique régulièrement sur les ondes radio de Mayotte la Première et bien sûr sur Internet. La suite de cette édition avec ces images spectaculaires au rond-point de Tsarano cet après-midi. L'arrestation d'un homme d'une trentaine d'années recherché activement par les forces de l'ordre, soupçonné d'agression sexuelle et d'une série de viols commis, dont certains dans le quartier Bonovo à Mtsapéré. D'après les premiers éléments, avec des couteaux, le fugitif se serait donné la mort dans le véhicule et les fonctionnaires auraient également fait usage de leurs armes. La circulation a bien évidemment été compliquée dans le secteur. Et pour en savoir davantage avec nous sur ce plateau, Djamaldine Djabiri, du secrétaire départemental de l'unité SGP Police. Monsieur, bonsoir, et bienvenue. Alors, je le disais, on a vu les images spectaculaires, mais d'abord, rapidement, que s'est-il passé exactement au rond-point de Tsarano? Il y a eu cet après-midi un dispositif de la BAC qui consistait à interpeller l'auteur de multiples viols. Et il s'avère qu'au cours de l'interpellation, lorsque l'individu s'est retrouvé en difficulté, il a sorti des couteaux et a voulu attenter à la vie de 2 agents de la BAC, ce qui a provoqué le tir d'un 3e agent qui était sur place. Et dans le même temps, l'individu s'est éventré avec le couteau qu'il avait dans les mains. Donc vous voyez là la détermination de l'individu qui était pris à tout pour ne pas se laisser faire. C'est donc une mort qui résulte à la fois d'un suicide, mais aussi d'un acte de défense légitimé par le Code de la sécurité intérieure en ce qui concerne l'usage des armes par les forces de l'ordre. Et, oui. Alors, il était recherché depuis plusieurs semaines. Est-ce que là, c'est au petit bonheur la chance ou le contrôle était spécifiquement axé sur ce fugitif? C'est le résultat d'une enquête menée par le service de la police judiciaire de la DTPN et d'une recherche active et acharnée par les agents de la BAC, parce que l'individu faisait tout pour mettre en œuvre son évasion vers un juin. Je repose ma question. Oui. On savait qu'il était dans ce véhicule ou c'était un contrôle banal où on s'est rendu compte qu'il était dans cette voiture? C'est ce que je dis. C'est ce que je disais, c'est le résultat d'une recherche acharnée par les agents de la BAC. Donc, ils savaient à ce moment-là qu'il était dans ce véhicule-là. Ils ont donc stoppé le véhicule pour interpellation, mais l'individu était lui aussi préparé à l'interpellation au cas où, puisqu'il avait des couteaux sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a voulu attenter à la vie des fonctionnaires de la BAC. Et est arrivé, voilà ce qui est arrivé.
Alors, on connaît les circonstances. Par rapport à cette affaire, on se pose aussi la question notamment de la justice ici à Mayotte. Le député Kamardine a interpellé ou a demandé l'envoi d'une inspection pour ici sur la justice en urgence à Mayotte. Que pensez-vous de cette demande? Alors, juste avant de venir sur ça, je voulais juste souligner le point parce que je vois les réactions un peu sur les réseaux sociaux. D'abord, le fait que notre collègue soit placé en garde à vue n'est pas du tout révélateur d'un comportement fautif, comme on a pu le lire, mais ça relève plutôt de la procédure normale. Et devoir incriminer les policiers de la BAC comme quoi ils ont tiré sur un étranger, je crois que c'est malvenu parce que, d'abord, la plupart des victimes de cet individu, si ce n'est la totalité, sont d'origine comorienne. Et les policiers de la BAC étaient au service de ces victimes-là. Donc, dire ici que les policiers de la BAC ont tiré sur un individu simplement parce qu'il est étranger, c'est faux. D'abord, c'était un criminel recherché qui, plus est, a voulu attenter à la vie de policiers. Pour l'intervention de M. Kamardine, nous ne sommes pas vraiment dans le monde judiciaire à proprement parler, puisque on parle d'étrangers en situation irrégulière. Il faut bien distinguer les libérations prononcées par le juge des référés, qui n'est pas une autorité judiciaire, mais qui dépend du tribunal administratif, et le juge des libertés de la détention, qui est une autorité judiciaire, mais qui va statuer uniquement sur les rétentions. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas vraiment à cet endroit que le gouvernement va pouvoir réagir dans l'immédiat, à moins de déposer un projet de loi où il faudra attendre de longs mois. Là où le gouvernement va pouvoir réagir sur la lutte contre l'immigration clandestine, c'est en multipliant les bateaux en mer, en multipliant les effectifs, en multipliant les radars qui sont défaillants. C'est au niveau de l'action policière que le gouvernement va pouvoir donner une réponse immédiate. Mais là, il se fait votre porte-parole en disant que, en gros, vous êtes fatigué, anéanti par la remise systématique en liberté d'immigrés clandestins par la justice. Je suis totalement d'accord avec M. Kamardine. Les policiers en ont marre un peu d'interpeller et de revoir les mêmes individus à chaque fois. Mais il faut aussi avoir un langage de vérité et honnête. Ne pas systématiquement indexer les magistrats. On sait très bien qu'il y a des lois, les magistrats appliquent les lois. Il faut plutôt appeler le gouvernement à mettre en place les mesures qui dépendent d'eux, des autorités qui sont au gouvernement. Et là, c'est en donnant plus de moyens à la police, notamment à mer. Pour ce qui est des magistrats, il faut des projets de loi qui demanderont encore plusieurs mois, voire des années. Alors, une dernière question. Le ministre de l'Intérieur, depuis La Réunion, a annoncé une probable visite ici à Mayotte au mois d'août. Est-ce que vos revendications seront les mêmes? Les revendications sont les mêmes. D'abord, nous avions demandé, mais là c'est à l'échelle nationale, une simplification de la procédure pénale. Vous savez que les policiers ne sont pas assez nombreux. Nous savons pertinemment qu'on ne va pas pouvoir mettre un policier devant chaque citoyen, mais en simplifiant les procédures dans le commissariat, ça contribuera à mettre plus de policiers sur la voie publique ou du moins à mener des enquêtes accélérées. Merci beaucoup Djamaldine Djabiri pour toutes ces précisions. On se verra tout à l'heure pour la version mahoraise. Les policiers qui défileront sans aucun doute demain pour le 14 juillet. Et pour mieux préparer le rendez-vous national, les répétitions s'enchaînent non seulement sur les Champs-Élysées, mais également dans d'autres zones, par exemple à Satori, à Versailles. Reportage Éric Saintas et Emmanuel Gir. Pendant les répétitions, concentrés et pas du tout stressés, les élèves réunionnais des écoles de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan ont le recul et la maturité nécessaires pour penser au défilé sur les Champs-Élysées, même si l'événement reste unique. C'est on va dire un rêve d'enfant qui se réalise, parce qu'on le voit à la télé. Quand on est petit, on se dit « Ah, c'est beau, j'aimerais y être », et aujourd'hui on y est. Le 14 juillet approche et je suis fier de représenter tout d'abord le bataillon à Saint-Cyr, mais aussi mon île, l'île de la Réunion. On a quand même une petite anxiété, mais ça disparaît quand on est avec nos camarades sur les rangs. On essaie de s'améliorer d'année en année. Donc là, vraiment, ce défilé, tout particulièrement, on va faire attention aux détails et vraiment essayer de toucher la perfection. Les deux filles de l'école des Mousses de Brest ont toutes les deux 17 ans. Léa, la réunionnaise, et Maïna, la mahoraise, ont un peu plus d'appréhension que les garçons.
Quand j'ai su que j'allais défiler le 14 juillet, c'était il y a à peu près un mois. Alors c'était une énorme fierté pour moi et un énorme honneur, mais j'étais aussi très stressée parce que c'était un coup de pression, les entraînements qu'on allait avoir et tout, c'était un truc de malade. C'est un honneur, c'est génial parce que c'est pas des civils qui défilent. Ça prouve que je suis vraiment militaire et que j'ai pu aller jusqu'au bout. Quant aux aviateurs de l'école des officiers de Salon de Provence ou ceux de l'école des sous-officiers de Rochefort, ils planent déjà très haut à l'évocation du défilé. Lorsque j'étais à La Réunion, avec mon père, on allait à l'étang Salé pour voir les parachutistes du 2e APIMA. Et depuis toujours, j'ai pour objectif d'intégrer l'armée française. C'est un moment de cohésion qu'on peut partager avec tous nos proches et surtout devant la nation. Donc par rapport aux parents qui nous regardent de très loin. Donc, je suis de La Réunion, donc d'1 kilomètre par rapport à ici. Moi, c'est une grande fierté d'être présent ici. Être là, être présent, cela rend encore plus grandiose le défilé. Restent les marins qui, paradoxe, ont les pieds sur terre. Sébastien sera en première ligne, lui qui est désormais capitaine de compagnie à l'école de Mestrance. Il y a une fierté déjà collective pour défiler avec l'école par laquelle je suis rentré dans la marine. Puis il y a une fierté aussi personnelle d'être sur les champs comme tous les militaires aujourd'hui. C'est super, et moi, personnellement, il y a ma famille qui vient me voir. Ils viennent directement de La Réunion là, pour venir me voir, c'est une grande fierté pour moi. Et si Maxence a intégré l'école navale, c'est pour aussi aller très haut. Il rêve de devenir un jour pilote ou sous-marinier. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Belle soirée à vous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en Maori.